Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Cédric Malengros, secrétaire général de Crédit Mutuel Arkea, qui lance une filière mère dédiée au développement de l'économie bleue. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur une innovation dans le secteur de l'emballage, une bouteille faite de fibres de lin, imaginée par la start-up toulousaine GreenGen Technologies. Et puis dans Smart Ideas, on verra notamment comment Eau-Neuve développe son offre d'une eau minérale naturelle de montagne durable. Voilà pour les titres, on a une trentaine de minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Cédric Malengros, bienvenue. Bonjour Thomas, merci. Heureux de vous accueillir. Vous êtes directeur du secrétariat général et de la communication institutionnelle du Crédit Mutuel Arkea, qui regroupe le Crédit Mutuel Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, près de 40 filiales spécialisées. Ça représente un peu moins de 5 millions de sociétaires clients. Et vous lancez donc une filière mère. C'est quoi votre objectif, votre ambition ? Alors la filière maritime, finalement, elle adresse un secteur qui a un potentiel incroyable, qui est celui des océans, et encore largement inexploré. Alors on le sait tous, la Terre, c'est composé à 70% d'eau, mais cette eau, ces océans, ils sont pour une majeure partie, à peu près 90% de leur potentiel, inconnus encore. Il n'y a que 20% de la surface des eaux qui est cartographiée. Et donc, c'est un potentiel incroyable, à la fois économique, géopolitique, environnemental, puisque, on le sait, les océans sont un régulateur important du climat. Et donc, il y a un potentiel formidable qui est celui des océans et qu'on souhaite exploiter ou adresser encore mieux au travers de notre offre. Et donc, oui, avec un défi, on va rentrer dans le détail, mais si on reste sur la stratégie, presque la philosophie d'un projet comme celui-là, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire que cet océan, il faut à la fois peut-être mieux le connaître, on est d'accord, peut-être mieux l'exploiter, mais pas le surexploiter. Il faut le préserver. On sait que cet enjeu est majeur, quoi. Alors c'est un enjeu majeur parce qu'effectivement, il y a la puissance des océans, mais aussi la fragilité extrême des océans. Et cette fragilité, c'est particulièrement intéressant à travailler parce que c'est par là que vont s'adresser un certain nombre de transitions et de transitions de nos partenaires économiques, de nos clients et des entreprises qu'on accompagne. Et notre objectif, au travers de cette filière maritime, c'est bien d'adresser ces clients et de leur permettre de faciliter ces transitions. Est-ce qu'il y a d'abord une logique géographique d'une certaine façon ? Je le disais, c'est Crédit Mutuel Bretagne, Crédit Mutuel Sud-Ouest, bref, il y a quelques milliers de kilomètres de côte. Là. Alors, on a un vrai avantage géographique, effectivement, de par notre implantation historique. Et finalement, cette filière maritime, elle rejoint deux aspects de l'histoire de notre groupe, son implantation géographique, on vient de le dire, mais également sa force finalement décloisonnée à ce groupe et son ADN ou sa structure coopérative et mutualiste qui font qu'on est très ancré sur nos territoires et effectivement avec une façade qui est assez remarquable, qui nous permet d'être très en proximité finalement d'un certain nombre d'acteurs du maritime et d'être particulièrement à leur écoute et de savoir ce qu'il faut pour les accompagner. Mais ça existe depuis des décennies. Donc c'était quoi ? C'était un peu trop peut-être disparate ? Pourquoi vous créez une filière mère ? C'est à la fois nouveau et très ancien cette filière maritime. Elle est nouvelle dans sa conception, dans sa structuration et c'est vraiment pour aller plus loin. Mais elle est déjà ancienne puisque aujourd'hui, le Crédit Mutuel de Bretagne, il accompagne un patron pêcheur sur 5 en Bretagne. C'est 1400 entreprises qui sont accompagnées soit par nos fédérations de crédit mutuel, soit par les filiales spécialisées du groupe. Donc c'est déjà une place importante sur un potentiel qui est effectivement important. Alors, de manière globale au niveau français, si on 2-3 chiffres, c'est 500 000 emplois, la filière maritime en France, dont une bonne partie, une majorité de ces emplois sont effectivement en Bretagne, dans le Sud-Ouest, un peu en Méditerranée, qu'on adresse également au travers de nos filiales, mais principalement en Bretagne et dans le Sud-Ouest. Et c'est des taux de croissance qui sont absolument considérables, à peu près 15% en 10 ans. Et si on parle de la valeur ajoutée, c'est plus 22% en 10 ans, donc un secteur très dynamique. Et la vocation de cette filière maritime, c'est bien d'aller plus loin, de structurer. On est bien, c'est un peu une évidence finalement pour nous de se lancer ce nouveau projet, ce nouveau défi de structuration
d'une offre qui est déjà existante et qui rend un service efficace à nos sociétaires, mais pour aller plus loin et pour adresser des nouvelles transitions et des nouveaux enjeux qui sont ceux du groupe. Alors il y a 8 sous-filières, je ne vais pas toutes les citer, la pêche, la conchyliculture, l'aquaculture durable, plaisance, nautisme, etc. etc. et une filière SciTech qui est peut-être la plus transversale de la bande en quelque sorte. Quel rôle l'innovation doit ou va jouer pour vous ? Alors, ça, c'est un rôle essentiel, effectivement, et dans la façon dont on a découpé cette filière maritime. Donc, on l'a découpé, alors, on a 8 thèmes, effectivement, qu'on a déterminés. Et il y en a un qu'on a positionné vraiment au centre des autres, parce qu'on avait du mal à le rattacher, finalement, aux autres, sans le mettre en position centrale, qui est celui des SciTech. L'innovation, c'est majeur, parce que il y a beaucoup de transitions qui se jouent aujourd'hui et on pense que l'innovation est essentielle dans la gestion de ces transitions. Et on a des beaux exemples et déjà des belles réussites dans les entreprises qu'on accompagne, des choses assez incroyables. Hein, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, on accompagne par exemple une société en financement qui s'appelle Emarina, qui fabrique des substituts de sang à partir du verre arénicole, c'est-à-dire le verre qu'on trouve sur la plage, dans la vase. Voilà. Et on fait des substituts de sang avec un potentiel à la fois de recherche et de santé qui sont des potentiels qui sont incroyables. On accompagne également une entreprise qui s'appelle Cyber. Alors ça, on est dans le Morbihan, on était dans le Finistère précédemment. Là, on est dans le Morbihan. Cyber, ils disruptent le marché du drone sous-marin. Ils font des petits drones réutilisables. Vous êtes parrain de la 13e édition de la SciTech Week. Ça veut dire qu'il y a d'autres entreprises comme ça, d'autres innovations que vous avez déjà identifiées d'une certaine façon ? Oui, effectivement. Alors, on a un vivier d'entreprises comme ça qu'on regarde, qu'on va essayer d'accompagner par un moyen ou par un autre, au travers des différents métiers du groupe. Ça peut être le financement, ça peut être des besoins en crédit bail, ça peut être des besoins en assurance parfois. Et donc on constitue, dans le cadre de la filière maritime, justement cette remontée de casier, le terme est approprié, d'entreprises qui pourront constituer demain notre socle de clientèle pour pousser plus loin cette filière. Il y a aussi un partenariat qui est renforcé avec le pôle mer Bretagne-Atlantique. De quoi il s'agit ? Alors, on a la chance, effectivement, en Bretagne et singulièrement à Brest, où est le siège du groupe, d'avoir une exposition majeure sur ce monde de la maritimité. Ça a été le lieu, Brest, du One Ocean Summit en 2022, donc le sommet mondial des océans. Ce sera en 2023 le lieu des journées européennes de la mer. Et puis, on a ce pôle mer Bretagne qui est un centre de premier plan, un centre vraiment de réputation internationale qui agrège finalement un certain nombre de compétences et d'expertise autour de ces métiers de la mer et qui se veut un trait d'union finalement entre l'entreprise, le monde universitaire, le monde de la recherche et les développements au service de la mer. Vous avez rejoint le cluster maritime français, c'est quoi ça ? Alors, le cluster maritime français, c'est un peu le gratin du monde maritime en France. Et c'est effectivement un groupe une organisation professionnelle qui réunit les acteurs de la mer. C'était pour nous important d'y être pour ce qu'on fait en interne, finalement, cet engagement collectif qu'on a en interne, aussi pouvoir le dresser à l'externe et générer plus d'engagement collectif en externe. Ça, c'est des choses qu'on sait plutôt bien faire dans le groupe, justement créer du lien, s'appuyer sur le lien interne qu'on a su créer pour générer du lien externe. C'était pour nous important d'adhérer au cluster, justement, pour amplifier finalement notre action auprès des écosystèmes marins. Il y a une notion, on va terminer là-dessus, de croissance responsable qui est inscrite dans votre raison d'être, dans vos plans de transition. Cette filière maritime, elle s'inscrit aussi dans cette logique ? Alors cette filière maritime, elle est tout à fait fidèle finalement à notre raison d'être, à ce qu'est le groupe, à son plan stratégique à moyen terme, qui se veut un plan d'accompagnement finalement au travers des transitions environnementales et
sociétale. Donc il est en pleine cohérence, finalement, cette filière maritime, elle est en pleine cohérence avec ce qu'est Crédit Mutuel Arkea, dans un modèle qui est à la fois singulier, original dans sa conception, très ancré dans les territoires, et fortement générateur de performances globales, c'est-à-dire financières, bien évidemment, et extra-financières. Merci beaucoup Cédric Malengro, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on parle d'emballage tout de suite. Le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. James de Rohany, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de GreenGen Technologies. À vos côtés, Thomas Gonon, bonjour, bienvenue à vous aussi. Merci. Le président de la maison A de Fucini. Alors on va commencer par présenter vos entreprises respectives. GreenGen Technologies, start-up toulousaine, c'est ça? Qu'est-ce que vous mettez au point? Qu'est-ce que vous avez inventé? Alors nous sommes basés à Toulouse, créés depuis 2017, et nous créons des bouteilles en composite de fibre de lin. Voulez-vous que j'explique Ah oui, oui j'ai la curiosité de savoir comment ça marche. Oui. Voilà. Alors le composite, c'est l'alliance de deux substances non miscibles, en l'occurrence ici une tresse en fibre de lin. Et dans laquelle, autour de laquelle on met une résine. Et cette résine donc en fait un composite, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement solide, de la même façon qu'on fait un composite de fibre de verre pour faire une coque de bateau légère qui peut traverser les océans pendant des décennies, ou aujourd'hui, et c'est la liaison avec Toulouse, de la fibre de carbone pour pouvoir faire des ailes d'avion. Donc nous sommes tellement proches d'Airbus et de tous les fournisseurs d'Airbus que nous avons développé avec eux ce principe, mais en partant d'une fibre biosourcée. Et donc vous avez inventé une bouteille, quoi, en quelque sorte, à partir de cette technologie. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai passé ma vie dans les vins et spiritueux. Je complexe un peu du nombre de bouteilles que j'ai fait circuler à travers la planète, et on découvre aujourd'hui que c'est peut-être pas vraiment une bonne idée. Donc l'idée est venue de faire une bouteille ultra légère. Elle pèse 80 grammes aujourd'hui, elle va descendre à 45 prochainement, et qui soit hyper solide, parce que avec de la fibre de lin, aussi curieux que ça puisse paraître, on fait aujourd'hui des ailes de voitures de compétition, on fait même des parties de satellites et des parties d'avions. Voilà. Thomas Gonon, présentez-nous la maison A de Fucini pour commencer. Eh ben, la maison A de Fucini, c'est une maison de cognac avant tout. On produit aussi d'autres spiritueux tels que la vodka, mais c'est une maison de cognac. On en est très fiers. On est dans le centre de Cognac. On est situé sur les bords de la Charente. Et nous produisons du cognac pour le monde entier. Et vous avez donc décidé de faire confiance à GreenGen. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on travaille comme n'importe quelle société de nos jours sur le bilan de carbone de notre société, de nos produits, des produits que nous proposons à nos consommateurs. Et il s'avère que dans une maison traditionnelle de cognac, la bouteille traditionnelle représente plus d'un tiers du bilan carbone de notre activité. Il a fallu donc travailler sur ce point, et le premier critère, c'est réduire, recycler, réutiliser d'abord et recycler ensuite. Et avant tout, c'est réduire. Et réduire quoi principalement ? Réduire le poids. Une bouteille traditionnelle, c'est relativement lourd, c'est 600, 700, 800 grammes, voire plus. Et ce qui nous a intéressé dans la technologie de GGT, c'est effectivement le poids. Effectivement, le poids, vous nous l'avez montré, c'est très très léger. Quand même, en choisissant un contenant comme celui-là, vous cassez les codes du secteur. Vous espérez faire des émules, être pionnier peut-être, mais faire des émules ? On a tout à fait conscience de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, de remettre un petit peu en cause quelques précarés, de remettre en cause un petit peu un statut aussi historique de la bouteille qu'on connaît, traditionnelle, la bouteille de cognac, mais de spiritueux de façon générale. Et en effet, la volonté était aussi de se poser d'autres questions, de penser différemment, et de se dire que ce qu'on a toujours fait n'est peut-être pas forcément ce qu'on devra continuer à faire. Oui, parce qu'il y a une première démarche qui consiste à faire des bouteilles, mais avec moins de verre. Ça, c'est possible, des bouteilles un peu moins lourdes. Mais moins de verre, c'est toujours 500 grammes, 600 grammes de verre. C'est-à-dire qu'on peut réduire de 100, 150 grammes, 200 grammes, suivant certaines formes de bouteilles. Et toutes les marques ou toutes les formes de bouteilles ne le permettent pas. Donc
on pense différemment. James Derohany, quel défi il fallait relever pour faire de cette technologie, donc de cette fibre de lin, vous nous l'avez expliqué, une bouteille finalement? Parce qu'une bouteille, il y a des questions sanitaires, il y a des questions, voilà, il faut que le produit ne s'altère pas, il faut qu'il garde ses qualités. Donc quel défi vous avez dû relever? Oui, alors c'est 5 ans de R&D, donc un travail véritablement intense, et heureusement chez les actionnaires des business angels qui y croient et qui sont très présents. Mais vous avez raison, le premier défi, et je dirais c'est un défi technique, mais c'est aussi un défi de législation, c'est l'alimentarité de la bouteille. Et donc pour l'instant encore, et probablement pour au moins 3 ans, nous avons à l'intérieur un liner alimentaire qui est fait à partir de PET, pétro-sourcé, mais recyclé, dont le poids aujourd'hui est de l'ordre de 40 grammes. Et nous travaillons pour que d'ici la fin de cette nouvelle année, nous puissions le descendre aux alentours de 10-12 grammes. Et donc là, véritablement, on aura limité ce liner à sa masse minimum. Si on compare une bouteille en fibre de lin et une bouteille en verre, en quoi vos bouteilles sont moins énergivores? C'est-à-dire qu'il y a les matériaux, si on peut faire un peu le bilan carbone finalement ou le bilan matériaux. Avec plaisir. Alors, il faut que je commence par parler du verre. Le verre a un bilan carbone qui est assez mauvais, dans le sens où il faut aller chercher de la silice, du sable aquatique, dans le lit d'une rivière ou dans la mer, c'est pèse très lourd, et l'amener dans une fonderie, et ensuite faire circuler ces bouteilles qui peuvent peser parfois jusqu'à 1 kg, et souvent plutôt 450, 500, 600 grammes. Et puis le verre, lui, se transforme à 1450 degrés. Donc il faut des hauts fourneaux qui tournent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il faut savoir que, et c'est quelque chose que le public connaît assez peu, c'est qu'en fait la planète va être en rupture de cette silice bien avant le charbon, le gaz et le pétrole. Il n'y en aura plus. C'est pour ça que les verriers font autant d'efforts, et ils font très bien, de baisser le poids de leurs bouteilles. Voilà. Et le premier consommateur de cette silice, c'est le bâtiment. Et le second, c'est donc le verre qui peut servir de vitre dans le bâtiment ou qui peut servir d'emballage. Alors, dans le même temps, un hectare de lin qui nous permet de fournir à peu près 7500 ou 8000 bouteilles, lui, absorbe 2,5 tonnes de CO2 parce que c'est la photosynthèse, et en respirant, la plante fixe du CO2. Donc on part déjà avec un bilan carbone négatif sur le principe, parce que quand on applique le bilan carbone, on n'est pas censé partir d'un point négatif, on est censé partir de zéro. Mais en tout cas, donc on est négatif. Mais et en termes de consommation d'eau, c'est une plante qui consomme beaucoup d'eau ou pas, non, pas quasiment tant que ça? C'est une plante qui normalement ne s'irrigue pas, en fait ne s'irrigue quasiment jamais. Elle pousse 75% de la production mondiale est française, dans le quart nord-ouest de la France. Donc c'est très important pour nous, à la fois parce que ça fait un produit 100% français, mais aussi parce que ça n'est pas loin. S'il fallait chercher ce lin à l'autre bout du monde, ça aurait un mauvais bilan carbone de transport, si vous voulez. Et le lin n'utilise quasiment pas, voire pas du tout, de produits phytosanitaires. Donc c'est une culture qui, au final, fixe du carbone. Thomas Gonon, c'est un autre élément important, la souveraineté, parce que le verre, c'est peut-être pas si simple de s'en procurer aujourd'hui. Il y a ces questions-là qui sont aussi derrière. On parle beaucoup d'indépendance en ce moment, d'indépendance énergétique, d'indépendance sur aussi tout ce qu'on consomme au quotidien. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, nous sommes extrêmement dépendants d'un seul matériau. Et c'est justement l'intérêt de la solution, c'est d'ouvrir un petit peu. C'est certainement pas de renoncer au verre. On le souhaite pas. Le verre est quelque chose de très noble, qui se conserve très longtemps, qui est très joli. Enfin, c'est un aspect primordial dans notre métier. L'aspect visuel pour notre consommateur. On fait quand même des produits extrêmement nobles et qualitatifs. Donc c'est certainement pas renoncer, mais c'est diversifier tout simplement. Diversifier, avec aussi une question de transport, parce que là on a beaucoup parlé de poids, mais en quoi c'est un enjeu important pour vous? James parlait de la production elle-même de la bouteille. James peut en parler mieux que moi, mais sur ce type de bouteille, tout est fabriqué à température ambiante. Il n'y a pas besoin de four, il n'y a pas besoin de climatiseur pour refroidir, donc il y a une consommation énergétique bien inférieure, mais il y a aussi surtout le poids lui-même de la bouteille qui, dans le transport, consomme du carbone. Un camion rempli
rempli de bouteilles traditionnelles pèse bien plus qu'un camion rempli de bouteilles en fibre de lin que propose GGT. Et ça, c'est pour nous, c'était important parce que la filière cognac, et nous notamment, à De Fusigny, nous exportons 99% de nos produits. Et ces produits vont très loin. Ils vont en Chine, ils vont dans les pays de l'Est, ils vont aux États-Unis principalement. Donc, on se devait de prendre en compte cet aspect-là. Ouais. Comment réagissent alors, je ne sais pas si vous avez déjà au stade de la commercialisation, mais vous avez anticipé la réaction des clients face à une bouteille à ce point novatrice, à ce point surprenante même. Alors, nous sommes passés par un financement participatif au mois d'avril. Les bouteilles ont été livrées au mois de décembre. On a eu beaucoup de retours positifs de ces consommateurs qui tenaient impérativement, parce que c'est aussi là où on en est. On a un stade où les consommateurs avaient la possibilité de participer à quelque chose de nouveau. Ouais. C'est peut-être pas la bouteille définitive. Elle a l'occasion, elle aura la possibilité de s'améliorer encore dans le temps. James parlait d'alléger à nouveau le liner. Elle sera encore plus légère dans l'avenir. Et les retours sont extrêmement positifs et extrêmement bienveillants sur tout ce que compose cette bouteille. Oui, et vous avez aussi travaillé sur l'étiquette, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? L'étiquette a également une innovation extrêmement importante puisque c'est une étiquette qui est absolument sans papier et sans encre. Alors on se dit, mais sans encre, comment c'est possible? Comment on fait une étiquette? Et là, je passerai la main à James qui maîtrise absolument le déroulé. C'est une étiquette fabriquée à base de caséine technique qui est une composante du lait. Ouais. Et donc, ça faisait partie des défis à relever, ça aussi? Écoutez, il y a eu un alignement de planètes parce qu'il y a une start-up française, mais une start-up qui a levé plus de 20 millions d'euros. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien avec une grosse usine maintenant qui s'appelle Lactips et qui est en région Rhône-Alpes et qui fabrique cette matière qui ressemble à du plastique mais n'en est pas. Et en fait, tout le monde connaît ce produit sans le savoir. C'est ce qui peut emballer les savons que l'on met dans les machines à laver, vous savez, dans des petites pochettes, et puis hop, ça fond comme ça. C'est de la même façon, on utilise ce support-là comme étiquette, si vous voulez. C'est tout le bilan carbone d'un secteur que vous allez pouvoir contribuer à réduire d'une certaine façon? C'est notre ambition, effectivement, parce que c'est extrêmement important. Puis je pense que c'est stratégique pour les vins et spiritueux du monde entier, mais français en particulier, c'est ceux qui nous intéressent évidemment au moins au démarrage, de s'adapter à cette nouvelle demande du consommateur. Parce que il y a une question qu'on a beaucoup travaillé avec des experts de la green et de la clean economy. Aujourd'hui, par exemple, je pose la question et on ne pourra pas y répondre. Est-ce que c'est tout à fait éco-responsable de consommer un vin bio? Donc on se dit c'est un vin bio, c'est raisonnable pour plein de raisons, dans une bouteille en verre. La question est posée. Aujourd'hui, les gens ne se la posent pas vraiment, mais ils sont en train de commencer à se la poser parce que justement, au-delà du côté bio, rentrent de nouvelles notions comme le bilan carbone, l'analyse de cycle de vie, les polluants, etc., etc. Et avec des pionniers comme vous et comme la maison A de Fusigny. Un dernier mot, allez-y rapidement. D'ajouter quelque chose, c'est qu'on parle beaucoup de réutilisation et c'est effectivement un très important et ça fera partie du cycle pour faire baisser le bilan carbone de toute notre filière. Néanmoins, nous, une maison de cognac qui exporte à 99%, on ne peut pas se permettre de faire revenir une bouteille vide des États-Unis, de Chine ou de Russie pour la nettoyer et la réenvoyer. Et c'est pour ça que la technologie de James nous a séduit. Et merci beaucoup encore une fois à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. L'invité de ce Smart ID, c'est Sébastien Crussol. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le cofondateur de la Compagnie des Pyrénées qui propose donc cette eau neuve, le neuf du département de l'Ariège. C'est une eau pyrénéenne. Vous l'avez lancée quand et avec quelle idée surtout ? C'est un projet qui date un petit peu. On l'a lancé en 2013. Après, il a fallu se frotter un petit peu aux difficultés administratives et on a lancé les travaux de construction de notre usine en 2019. Ouais. Et alors, c'est quoi l'idée de départ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette eau? Alors déjà, elle est extrêmement qualitative. C'est une des eaux les moins minéralisées de France. Donc ça en fait une eau qui est buvable par tous, en particulier par les nourrissons. C'est très important, oui. C'est une eau qui est avec un pH à 7. Donc ça permet d'être une eau non clivante. Vous savez, on parle souvent d'eau avec des goûts très marqué. Donc nous, on a un goût extrêmement neutre, ce qui fait que tout le monde apprécie notre eau, elle est très rafraîchissante.
Et après, on a travaillé sur le fait de l'embouteiller dans des contenants les plus éco-responsables possibles. Oui, alors ça, je veux bien qu'on rentre dans le détail. Ça veut dire quoi, un contenant éco-responsable? Alors, dès le départ, on partait sur... en 2013, on parlait de partir sur des produits issus du recyclage. D'accord. Et puis le monde a évolué. Entre 2013 et 2019, le monde a changé. Et donc on est parti sur des bouteilles en carton. Donc c'est notre produit phare aujourd'hui. Et on continue à développer des produits de plus en plus innovants en permanence. Ouais. Et donc on sort depuis très peu de temps des bouteilles en 100% aluminium recyclé, issues du recyclage de l'aluminium en France. Avec une entreprise française qui nous produit ces bouteilles. Donc, et avec, pour la production, une usine basse énergie. Ça veut dire quoi, une usine basse énergie? Alors, c'est une usine déjà qui est en 100% énergie verte réelle. C'est-à-dire qu'on est alimenté par les centrales hydroélectriques qui nous entourent. Hein. On en a une à 2,5 km en dessous, une à 2,5 km au-dessus. Donc, on est pile au milieu. Ensuite, on récupère la chaleur de nos machines pour chauffer le bâtiment. Et on travaille en permanence à l'amélioration de notre consommation. En particulier, là, on a installé des logiciels qui nous permettent de suivre la consommation énergétique de nos machines en fonction du foisonnage. Ça veut dire quoi, ça? Donc, en fait, en fonction de l'ordre dans lequel vous démarrez les machines, vous consommez plus ou moins d'énergie. Donc, on travaille à trouver l'enchaînement, le bon cheminement de démarrage de l'usine pour consommer le moins d'énergie possible. Ce qui évidemment est un enjeu encore plus important en ce moment. Il y a aussi cette logique de prélèvement de ressources raisonnées. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, vous savez que les ressources en eau sont de plus en plus rares dans le monde. Nous, on touche une ressource qui est extrêmement abondante. Et on souhaite qu'elle reste aussi abondante à l'avenir. Donc, il y a eu des études hydrogéologiques depuis 2005 qui ont été réalisées par les communes, puis par nous. Ces études montrent une constance dans la quantité d'eau. Et nous avons étudié avec des hydrogéologues quel était le prélèvement autorisé qui n'impacterait pas la ressource à l'avenir, en dépit de la chaleur, en dépit du froid ou en dépit du changement climatique général. Et donc aujourd'hui, on a construit l'usine pour être toujours en dessous de la moitié de ce niveau. Effectivement, ça laisse de la marge. Quelles sont vos perspectives de développement, votre stratégie de croissance? Parce qu'on a bien compris quel était l'ADN de l'entreprise. On peut se dire, si on est dans un prélèvement raisonné, est-ce que malgré tout, il y a des perspectives de croissance qui sont intéressantes? Alors, aujourd'hui, on reste une petite entreprise. Hein. On a une activité commerciale de 2 ans. Un petit peu moins de 2 ans. Aujourd'hui, on est déjà bien présent, hein, puisqu'on est présent dans l'immobilier, dans la restauration collective, dans les transports, auprès de beaucoup d'équipes de sport. Et maintenant, on commence à développer des produits plus techniques. Donc, on travaille sur des eaux dites fonctionnelles. Alors, le mot a été un petit peu galvaudé ces dernières années. Nous, il faut que ça ait un impact médical reconnu. Et pour ça, on travaille avec différentes entreprises, donc que ce soit avec des fabricants d'extraits naturels de plantes ou que ce soit avec des médecins sportifs ou des entreprises spécialisées dans tout ce qui est protection protection qualitative des produits. Donc c'est un grand projet. Et ça donne de belles perspectives aussi pour l'eau neuve et la Compagnie des Pyrénées. Merci beaucoup, merci Sébastien Crussol et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à Louise Perrin, Théo Boscar et Héloïse Merlin. Salut.